Le millionnaire est tombé à genoux en voyant la scène au cimetière. Une petite fille inconnue pleurait sur la tombe de sa fille décédée. Mais quand il a vu son visage, il était identique à celui de la défunte. Ce qu'elle a révélé ensuite a fait disparaître le sol sous ses pieds. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. François Dumont ajusta sa cravate italienne devant le miroir de l'ascenseur exécutif. Le reflet montrait un homme de 50 ans, les tempes grisonnantes et les yeux bruns marqués par des cernes profonds. C'était lundi, 9 heures du matin, et il maintenait son rituel sacré depuis 8 ans. Rendre visite à sa fille bien-aimée Élise au cimetière du Coteau Vert. L'homme d'affaires prospère, propriétaire de la plus grande entreprise de technologie du pays, Dumont Technologies, portait un bouquet de roses blanches en franchissant les portes ornementées du cimetière. La rosée du matin couvrait encore l'herbe bien entretenue et le soleil d'automne projetait des ombres allongées entre les pierres tombales en marbre. Ses pas étaient automatiques. Il connaissait ce chemin par cœur. Tourner à droite, au niveau du chêne centenaire, suivre l'allée des Magnolias, jusqu'à l'endroit où sa petite princesse reposait. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Une petite fille était assise devant la pierre tombale d'Élise. François sentit son cœur manquer un battement. La fillette, qui semblait avoir environ 7 ans, avait les mêmes cheveux châtain ondulés que sa fille. Elle portait une simple robe bleue, ses pieds nus se balançant distraitement tandis qu'elle semblait converser avec la pierre tombale. Il s'approcha prudemment, essayant de ne pas l'effrayer. Le bruit de ses chaussures italiennes sur le gravier attira l'attention de la petite fille, qui se retourna pour le regarder. François dut s'appuyer sur une pierre tombale proche pour ne pas tomber. C'était comme regarder une photographie d'Élise. Les mêmes yeux couleur miel, la même forme délicate du visage, même le petit grain de beauté près du menton. Tout était identique. La fillette l'observait avec une sérénité déconcertante, sans montrer la moindre surprise ou peur face à l'étranger qui la fixait. Stupéfait. « Je viens lui parler », dit la petite fille d'une voix douce et familière. « Elle me comprend. » François essaya de parler, mais les mots moururent dans sa gorge. Ses mains tremblaient tellement que quelques pétales des roses se détachèrent, dansant dans l'air avant de se poser sur le marbre poli. « Tu connaissais ma fille ?» parvint-il finalement à balbutier. La fillette sourit, le même sourire, qu'Élise, et regarda à nouveau la pierre tombale. « Je la connais », répondit-elle simplement, au présent, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Quel est ton nom ?» demanda François, s'asseyant lentement à côté d'elle. « Claire » répondit-elle, souriant toujours sereinement. François observa chaque détail du visage de la fillette, cherchant des différences, quelque chose qui briserait cette ressemblance impossible. Mais plus il regardait, plus son esprit tourbillonnait dans un maelstrom de pensées et d'émotions. « Où sont tes parents, Claire ?» demanda-t-il, regardant autour du cimetière désert. « Ils savent que je suis ici », répondit-elle vaguement, sans vraiment répondre à la question. « Je viens toujours les lundis, comme vous. » Un frisson parcourut l'échine de François. Comment connaissait-elle sa routine? Qui était cet enfant qui semblait sortir directement de ses souvenirs les plus précieux? « Vous venez toujours à la même heure, » continua Claire, comme si elle lisait dans ses pensées. « Vous apportez des roses blanches. Parfois vous pleurez, parfois vous souriez. Elle aime quand vous souriez. » François sentit les larmes commencer à se former dans ses yeux. C'était trop, la ressemblance, les paroles de la fillette, la façon dont elle parlait d'Élise au présent. Une partie de lui voulait fuir, une autre voulait serrer cet enfant dans ses bras et ne plus jamais la lâcher. « Comment sais-tu tant de choses sur… » commença-t-il à demander, mais Claire l'interrompit doucement. « Je dois partir maintenant, » dit-elle, se levant avec la même grâce que sa fille. « Mais nous nous reverrons, François Dumont. Elle veut que je prenne soin de vous. » Avant qu'il ne puisse réagir, Claire commença à s'éloigner, ses pieds nus effleurant à peine le sol. François tenta de l'appeler, mais sa voix défaillit à nouveau. Quand il réussit enfin à se lever pour la suivre, la fillette avait déjà disparu entre les pierres tombales. François resta là, abasourdi, regardant l'endroit où Claire avait disparu. Les roses blanches gisaient, oubliées sur le marbre, leurs pétales éparpillés comme de petits secrets attendant d'être révélés. Cette nuit-là, dans son luxueux penthouse au centre-ville, François ne put dormir.
L'image de Claire le hantait, se mélangeant aux souvenirs d'Élise. Il prit le vieil album de photos et passa des heures à comparer les traits de sa fille avec le souvenir récent de la mystérieuse fillette du cimetière. C'était plus qu'une ressemblance. C'était comme si elles étaient la même personne. Mais comment cela serait-il possible? Que voulait dire cet enfant énigmatique avec ses paroles mystérieuses? Et pourquoi son cœur, pour la première fois en 8 ans, recommençait-il à battre d'espoir? La semaine s'écoula comme une éternité pour François. Chaque minute qui passait était remplie de pensées concernant Claire. Sa femme, Hélène, remarquait quelque chose de différent chez son mari. Il était plus distrait que d'habitude, passait des heures enfermé dans son bureau à regarder d'anciennes photographies. Au siège de Dumont Technologies, les employés chuchotaient à propos du comportement erratique du PDG. François avait annulé 3 réunions importantes, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Son assistant personnel, Richard, commençait à s'inquiéter des longues périodes, pendant lesquelles son patron regardait par la fenêtre du 40e étage, complètement absorbé dans ses pensées. Le jeudi, ne supportant plus l'attente, François décida de retourner au cimetière en dehors de son horaire habituel. Il passa tout l'après-midi, assis près de la pierre tombale d'Élise, espérant que Claire apparaisse. Mais la mystérieuse fillette ne vint pas. « Tu es différent », remarqua Hélène pendant le dîner du vendredi, observant son mari qui touchait à peine à sa nourriture. « Il s'est passé quelque chose ?» François envisagea de lui parler de « Claire », mais comment expliquer quelque chose que lui-même ne comprenait pas? Comment dire à sa femme qu'il avait rencontré une fillette identique à la fille qu'ils avaient perdue? Hélène manifestait déjà suffisamment d'inquiétude concernant sa dévotion aux visites hebdomadaires au cimetière. « C'est juste le travail », mentit-il, forçant un sourire. « Nous sommes sur le point de lancer une nouvelle gamme de produits. » Hélène ne sembla pas convaincue mais n'insista pas. Son fils cadet, Thomas, âgé de seulement 5 ans, jouait distraitement avec sa nourriture, inconscient de la tension entre ses parents. François regarda le garçon et ressentit une pointe de culpabilité. Depuis sa rencontre avec Claire, il avait à peine prêté attention à son fils. Quand le lundi arriva enfin, François se réveilla avant le réveil. Il choisit soigneusement ses vêtements comme s'il se préparait pour un rendez-vous important. En plus des traditionnelles roses blanches, il emporta également un petit ours en peluche, identique à Léon, l'ourson préféré d'Élise. Il arriva au cimetière une demi-heure avant l'heure habituelle, le cœur battant la chamade, et elle était là, assise au même endroit, comme si elle l'attendait. « Vous avez apporté Léon » dit Claire, souriant en voyant l'ourson dans les mains de François. Il s'assit à côté d'elle, essayant de garder son sang-froid. « Comment? Savais-tu pour Léon ?»« Je vous l'ai déjà dit. Elle me raconte des choses ?» répondit Claire avec naturel. « Comme elle m'a parlé de la chanson française que vous lui chantiez pour l'endormir. La vie en rose, n'est-ce pas ?» François sentit son sang se glacer. C'était impossible. Il n'avait jamais parlé à personne de cette chanson. C'était un secret spécial entre lui et Élise. « Qui es-tu vraiment, Claire ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. La fillette prit l'ourson de ses mains, caressant la fourrure, synthétique avec familiarité. « Je suis quelqu'un qui est venu aider. Vous êtes prisonnier, François, prisonnier d'une douleur que vous n'avez pas besoin de porter seul. Comment une enfant de ton âge peut-elle parler ainsi ?» questionna-t-il de plus en plus intrigué. Claire rit, un son cristallin qui résonna entre les pierres tombales. Parfois, les réponses les plus importantes ne viennent pas de l'âge ou de l'expérience, elles viennent du cœur. François l'observa jouer avec l'ourson, le faisant danser dans les airs. Chaque geste, chaque expression était si familière que c'en était douloureux. Mais il y avait quelque chose de plus chez Claire, quelque chose qui allait au-delà de la ressemblance physique avec Élise. C'était comme si elle portait une sagesse ancienne dans ses jeunes yeux. « Où habites-tu, Claire? Qui sont tes parents ?» « Des questions, soupira-t-elle, jouant toujours avec l'ours. « Vous avez toujours été comme ça, n'est-ce pas? Besoin de tout comprendre, de tout contrôler. Mais certaines choses ne sont pas faites pour être comprises, François. Elles sont faites pour être ressenties. » Il remarqua que ses mains tremblaient. « J'ai besoin de savoir qui tu es, s'il te plaît. » Claire arrêta finalement de jouer avec l'ourson et regarda François droit dans les yeux. « Et si je te disais que je suis exactement qui tu penses que je suis? Et si je te disais que je suis venu parce que tu avais besoin de moi? Quelle réponse cela changerait-il ?» François sentit les larmes commencer à couler sur son visage. «
Claire posa délicatement sa petite main sur la sienne. Le contact était chaud, réel, vivant. « Tu peux enquêter sur moi, si tu veux, » dit-elle doucement. « Tu peux essayer de trouver des réponses logiques. Mais au final, la seule question qui importe est « Es-tu prêt à accepter ce que l'univers t'offre ?» À ce moment, une brise légère passa sur eux, emportant des pétales de rose blanche. Claire se leva, laissant l'ourson sur les genoux de François. « La semaine prochaine, ne venez pas au cimetière, » dit-elle, commençant à s'éloigner. « Retrouvez-moi sur la place face à votre entreprise. Il est temps que nous commencions à vivre en dehors de cet endroit. » Et une fois de plus, avant que François ne puisse répondre, Claire disparut entre les pierres tombales, le laissant avec beaucoup plus de questions que de réponses. Mais maintenant, en plus des questions, il y avait aussi une promesse. C'est un rendez-vous qui pourrait tout changer. Pendant toute la semaine, François se plongea dans une enquête obsessionnelle. Utilisant ses contacts et ses ressources, il fouilla chaque dossier scolaire de la ville, chaque registre de naissance, cherchant la moindre information sur Claire. Son bureau chez Dumont Technologies se transforma en un centre de recherche improvisé, avec des documents éparpillés partout. Richard, son assistant, commençait à manifester une inquiétude sincère. « Monsieur Dumont, le conseil demande des nouvelles de la réunion trimestrielle. Elle a déjà été reportée 2 fois. »« Annulez tout, » répondit François sans quitter des yeux les documents. « Et j'ai besoin que vous fassiez une chose de plus, trouver les registres de tous les enfants nés dans les hôpitaux privés ces 8 dernières années. Tous. » L'expression de Richard était un mélange de confusion et d'appréhension. « Monsieur, cela pourrait prendre des semaines. Et le lancement de la nouvelle gamme de smartphones. Faites ce que je vous demande. » François éleva la voix, chose rare dans son comportement habituel. Réalisant le ton excessif, il respira profondément. « Désolé, Richard, c'est important. » À la maison, la situation n'était pas meilleure. Hélène trouva un dossier rempli d'anciennes photographies d'Élise éparpillées sur le lit conjugal. À côté, des notes fébriles comparant des détails physiques, des dates, des coïncidences. « François, tu me fais peur, » dit-elle, tenant l'une des photos. « Je pensais que nous avions convenu d'aller de l'avant. Pour Thomas, tu te souviens ?» Il l'entendit à peine, concentré sur une série de chiffres qu'il notait compulsivement. « Il doit y avoir une explication, Hélène. Les coïncidences sont trop spécifiques. » « Quelle coïncidence? De quoi parles-tu » François s'arrêta enfin, regardant sa femme. Devait-il lui parler de Claire? Comment expliquer quelque chose qui défiait toute logique? Hélène manifestait déjà suffisamment d'inquiétude concernant son comportement ces dernières années. « Rien, » murmura-t-il, rangeant ses notes. « Juste le travail. » Mais ce n'était pas le travail, c'était de l'obsession. Chaque minute libre était consacrée à la recherche de réponses. François engagea des détectives privés, des hackers, des spécialistes en généalogie. Rien. C'était comme si Claire n'existait tout simplement pas. Le vendredi, épuisé et frustré, il décida de revoir d'anciennes vidéos. Parmi des dizaines de vidéos familiales, il en trouva une d'un voyage en Espagne avec Élise, des années auparavant. En regardant les images pixelisées, son cœur faillit s'arrêter. Là, à l'arrière-plan d'une scène dans un parc de Barcelone, une petite fille jouait seule. La vidéo était lointaine et tremblante, mais la ressemblance était indéniable. C'était Claire, ou quelqu'un qui lui était identique, des années avant qu'elle n'apparaisse au cimetière. François rembobina la vidéo des dizaines de fois, agrandissant l'image jusqu'à ce que les pixels deviennent des taches indistinctes. La date dans le coin inférieur ne mentait pas. 15 juillet, bien avant que Claire n'apparaisse dans sa vie. « Impossible », murmura-t-il pour lui-même, les mains tremblant sur le clavier. Cette nuit-là, il ne put dormir. Les images de la vidéo se mêlaient aux souvenirs récents de Claire au cimetière. Plus il cherchait des réponses logiques, plus le mystère s'approfondissait. Le dimanche soir, après avoir passé le week-end à revoir chaque document, chaque photo, chaque vidéo, François arriva à une conclusion troublante. Claire ne ressemblait pas seulement à Élise, elle semblait exister à différents moments du temps, comme un écho qui résonnait à travers les années. Quand le lundi arriva, il était déjà sur la place devant Dumont Technologies 1 heure avant l'heure convenue. Son cœur battait à toute vitesse, partagé entre la peur et l'espoir. Les questions s'accumulaient dans son esprit. Comment Claire apparaissait-elle dans cette vieille vidéo? Pourquoi n'y avait-il aucune trace d'elle? Qui ou quoi était-elle vraiment? L'horloge de la place marqua 9 heures.
François regardait anxieusement dans toutes les directions, cherchant les cheveux châtains ondulés, la simple robe bleue, mais les minutes passaient et Claire n'apparaissait pas. 10 minutes, 20, une demi-heure. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna lentement et elle était là, souriant sereinement, comme toujours. « Vous m'avez cherché », dit Claire, non comme une question, mais comme une constatation. « Tu étais dans la vidéo à Barcelone », lança François, ses mains tremblantes. « Comment est-ce possible ?» Le sourire de Claire s'élargit, mais il y avait une pointe de tristesse dans ses yeux. « Je vous avais dit que vous chercheriez des réponses logiques, mais parfois, François, la logique n'est qu'un mur que nous construisons pour nous protéger. De la vérité que notre cœur connaît déjà. » François observait Claire se balancer sur la balançoire de la place, son cœur partagé entre la fascination et la peur. La fillette se déplaçait avec la même grâce qu'Élise, comme si chaque geste était une danse soigneusement chorégraphiée. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda-t-il, s'asseyant sur la balançoire à côté. Claire continuait à se balancer doucement, ses pieds nus effleurant le sable. « Parce que vous devez apprendre à vivre à nouveau, François. Cet endroit, c'est ici que tout a commencé, n'est-ce pas ?» Il fronça les sourcils, confus. « Comment ça ?»« Réfléchissez bien, répondit-elle, son regard perdu dans un point lointain. « Il y a 8 ans, vous étiez ici avec Élise. C'était un jour comme aujourd'hui, ensoleillé. Elle a vu une petite fille seule et a demandé à l'emmener chez vous. » François sentit l'air manqué dans ses poumons. Le souvenir, enterré sous des années de douleur, émergea avec une clarté effrayante. Oui, il y avait eu une petite fille. Élise avait insisté pour l'adopter, mais il était trop occupé. Avec l'entreprise, avec ses engagements. Il avait dit non. « C'était toi ?» demanda-t-il, sa voix sortant à peine. Claire arrêta la balançoire, se tournant pour le regarder. « Qu'en pensez-vous ?»« Mais comment ? Tu n'as pas vieilli ? C'est le même âge. » Le temps, interrompit doucement Claire, n'est pas une ligne droite, François. C'est un cercle. Parfois, quand l'amour est trop fort, il plie le temps lui-même. Un cadre passa précipitamment par la place, regardant étrangement François. Un homme d'affaires en costume italien conversant avec une enfant sur une balançoire. Mais il ne se souciait plus des apparences. « Tu es venu pour elle ? Pour Élise ?» Claire secoua la tête. « Je suis venu pour vous tous. Hélène souffre, vous savez. Thomas a besoin que son père revienne. Et vous avez construit une prison de souvenirs si forte que vous avez oublié ce que c'est. Que de vivre !» Les mots frappèrent François comme un coup de poing. C'était vrai. Il s'était éloigné de tout et de tous, plongé dans sa douleur. Hélène essayait de l'atteindre depuis des années, mais il refusait d'être atteint. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Ce n'est pas ce que je veux », répondit Claire, sautant de la balançoire. « C'est ce dont vous avez besoin. Venez avec moi. » Elle tendit sa petite main vers lui. François hésita un moment, puis la prit. Claire le guida à travers la place, passant devant des cadres pressés et des vendeurs ambulants, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une petite boutique d'antiquités. « Ici ?» demanda-t-il, confus. Claire se contenta de sourire et poussa la porte. La clochette tinta doucement quand ils entrèrent. L'ambiance était plongée dans une pénombre accueillante, avec des objets anciens, occupant chaque centimètre disponible. « Madame. »« Mathilde ?» appela Claire. « Il est là ?» Une dame âgée émergea du fond de la boutique, ses yeux brillants de reconnaissance en voyant François. « Enfin, Claire m'avait dit que vous viendriez. » François regarda la fillette avec surprise. « Tu connais ? Claire est apparue ici il y a quelques semaines, » expliqua Madame Mathilde, fouillant dans un tiroir ancien. « Elle parlait beaucoup de vous. Elle disait qu'elle devait vous aider à trouver quelque chose d'important. » La dame finit par trouver ce qu'elle cherchait, une boîte en bois sculpté, couverte de poussière. Elle m'a demandé de garder ceci. Elle a dit que vous sauriez quand serait le bon moment pour l'ouvrir. François prit la boîte d'une main tremblante. Elle était étonnamment légère. Quand il souleva le couvercle, son cœur s'arrêta. À l'intérieur, il y avait un carnet de dessin. Sur la couverture, en écriture d'enfant, était écrit « Pour papa, avec amour, Élise ». La date indiquée était 1 an après son départ. « Impossible », murmura-t-il feuilletant les pages. C'étaient des dessins de 2 petites filles jouant ensemble. L'une était clairement Élise,
L'autre, parfois, dit doucement Claire, l'impossible n'est que quelque chose que nous n'avons pas encore appris à accepter. François leva les yeux embués de larmes du carnet, mais Claire avait disparu. Madame Mathilde souriait gentiment, comme si c'était parfaitement normal. « Elle a cette habitude, » dit la dame. « Elle apparaît et disparaît quand il le faut, mais elle a laissé un message pour vous. » Madame Mathilde remit une enveloppe jaunie à François. À l'intérieur, il n'y avait qu'une phrase écrite avec la même écriture que celle du carnet. « Quand vous serez prêt à vivre à nouveau, je reviendrai. » Le bureau de François chez Dumont Technologies était méconnaissable. Le PDG, toujours organisé, avait transformé l'espace en un tableau d'investigation digne d'un film policier. Sur les murs de verre, des dizaines de post-it colorés formaient une chronologie complexe. D'anciennes photographies se mêlaient aux dessins du mystérieux carnet, toutes reliées par des fils rouges. Richard observait avec inquiétude son patron qui marchait de long en large, murmurant pour lui-même. « Monsieur Dumont, le conseil exige votre présence. L'entreprise est... » « Regardez ça, Richard, » interrompit François, pointant 2 images côte à côte. « Cette photo est d'Élise à 7 ans, à Barcelone, et ce dessin a été fait supposément qu'1 an après qu'elle soit partie. Comment peut-on retrouver le même trait, la même signature ?» L'assistant s'approcha prudemment. Ces derniers jours, il avait vu son patron s'enfoncer de plus en plus profondément dans cette obsession inexplicable. Les rumeurs dans l'entreprise commençaient à se répandre. Le grand François Dumont perdait le contrôle. « Monsieur, peut-être serait-il préférable de prendre quelques jours de congé. Vous reposez un peu. » François l'entendait à peine. Ses yeux étaient fixés sur un détail qu'il venait de remarquer. Dans toutes les anciennes photos d'Élise sur la place, il y avait une silhouette floue en arrière-plan. Une petite fille, en robe bleue. « Comment n'ai-je pas remarqué avant ?» murmura-t-il, s'approchant des photographies. « Elle a toujours été là, à chaque moment important. » Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Hélène. « François, nous devons parler. » Sa voix était tendue. « Thomas demande pourquoi son père ne dîne plus à la maison. Et j'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. » Il hésita. Le tableau d'investigation semblait l'appeler, chaque connexion promettant une nouvelle révélation. Mais la mention de son petit garçon toucha quelque chose dans son cœur. « Je rentre à la maison, » répondit-il, se surprenant lui-même. Quand il arriva au Penthouse, il trouva Hélène assise dans le salon, une vieille boîte sur ses genoux. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « Je rangeais le grenier, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement, « et j'ai trouvé ceci. » François s'assit à côté d'elle. La boîte était poussiéreuse, mais il la reconnut immédiatement. C'était là qu'ils gardèrent les effets personnels les plus précieux d'Élise. « Je pensais que nous avions tout rangé, » continua Hélène, ouvrant le couvercle avec précaution. Mais il y avait cette enveloppe au fond. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle sortit une enveloppe jaunie, semblable à celle que Madame Mathilde lui avait remise. François sentit son cœur s'accélérer quand il reconnut l'écriture « enfantine sur l'extérieur, à ouvrir quand vous rencontrerez Claire. » « Qui est Claire, François ?» demanda Hélène, des larmes coulant sur son visage. « Pourquoi notre fille a-t-elle écrit à propos de quelqu'un qui n'apparaîtrait que des années plus tard ?» D'une main tremblante, François ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier soigneusement pliée. La date en haut était d'1 semaine avant le départ d'Élise. « Cher papa », commençait la lettre, « quand tu liras ceci, tu auras déjà rencontré Claire. Elle m'a promis qu'elle prendrait soin de toi quand je ne pourrai plus le faire. S'il te plaît, n'aie pas peur. Elle est spéciale comme moi. Nous savions toutes les deux que cela arriverait. » François sentit le monde tourner. Hélène tenait sa main, lisant avec lui. « Claire m'a dit que tu essaieras de tout comprendre avec ta tête d'homme d'affaires, » continuait la lettre. « Mais certaines choses, seul le cœur les comprend. Elle apparaîtra quand tu en auras le plus besoin, et elle restera jusqu'à ce que tu apprennes à sourire à nouveau. » À la fin de la page, il y avait un post-scriptum. PS. Elle aime aussi la vie en rose, et son genou a la même cicatrice que le mien. Comme ça, tu sauras que c'est elle. François leva les yeux pour trouver Hélène qui l'observait intensément. « Que se passe-t-il, François? Quel est ce mystère ?» Il respira profondément. C'était le moment de tout dire, sur les rencontres au cimetière, sur le carnet de dessins, sur les apparitions impossibles dans les anciennes photographies.
Pendant qu'il parlait, il remarqua que les larmes d'Hélène avaient cessé, remplacées par une expression de fascination croissante. « Je l'ai vu aussi », chuchota-t-elle quand il eut terminé. « La semaine dernière, au parc avec Thomas, une petite fille en robe bleue s'est approchée de lui. Quand j'ai regardé à nouveau, elle avait disparu. J'ai pensé que j'imaginais des choses. » Le couple se regarda. Des décennies de mariage permettant une communication silencieuse. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de tension entre eux, seulement une compréhension partagée qu'ils étaient face à quelque chose de plus grand que leurs douleurs individuelles. « Que faisons-nous maintenant » demanda Hélène. François regarda la lettre dans ses mains, puis la photo d'Élise sur le mur. « Je pense que nous devons apprendre à accepter l'impossible. » Le lendemain matin, le couple décida de revisiter la boutique d'antiquités. De Madame Mathilde. La clochette tinta doucement lorsqu'ils entrèrent, mais cette fois l'établissement semblait différent. La lumière qui entrait par les fenêtres poussiéreuses créait des motifs mystérieux sur les étagères, comme si chaque objet racontait sa propre histoire secrète. « Je savais que vous reviendriez », dit Madame Mathilde, émergeant des ombres du fond de la boutique. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne. « Claire m'avait prévenu. »« Vous devez tout nous dire », demanda Hélène, tenant fermement la main de François. « Comment avez-vous connu Claire? Qu'est-elle vraiment ?» La vieille dame sourit, leur faisant signe de la suivre. Au fond de la boutique, il y avait une petite pièce avec de vieux fauteuils. Sur les murs, des dizaines de photographies en noir et blanc montrèrent des enfants de différentes époques, tous avec une ressemblance troublante. « J'ai connu Claire il y a 50 ans, commença Madame Mathilde, s'asseyant avec précaution. Je venais de perdre mon petit garçon. J'étais anéanti. Elle est apparue un jour exactement comme elle est aujourd'hui et m'a aidé à trouver un nouveau but dans la vie. » François et Hélène échangèrent des regards perplexes. « 50 ans? Mais comment? Elle ne vieillit pas, » continua la dame. « Elle ne change pas. C'est comme si elle existait hors du temps, apparaissant à ceux qui ont le plus besoin de guérison. Certains l'appellent un ange, d'autres une gardienne. Je préfère penser à elle comme un cadeau de l'univers. » Madame Mathilde se leva lentement, se dirigeant vers une vieille archive. De là, elle sortit une photographie jaunie. Cette photo a été prise en 1973. Regardez attentivement. Le couple s'approcha. Sur l'image, une jeune Madame Mathilde souriait à côté d'une petite fille en robe bleue, Claire exactement comme elle était aujourd'hui. « Mais il y a plus », dit la vieille dame, prenant un livre de registres poussiéreux. Au fil des ans, j'ai documenté chacune de ses apparitions, chaque vie qu'elle a touchée, chaque famille qu'elle a aidé à se reconnecter. Les pages du livre révélaient des histoires impressionnantes. Claire apparaissait à différents moments de l'histoire de la ville, aidant toujours des personnes dans des moments de profonde douleur. Les dates variaient, mais la description était toujours la même. Une fillette de 7 ans, robe bleue, pieds nus. « Elle n'apparaît pas à n'importe qui », expliqua Madame Mathilde, « seulement à ceux qui sont si perdus dans leur douleur qu'ils ont oublié comment vivre. Et elle apporte toujours avec elle un message de l'autre côté, un pont entre ce qui était et ce qui peut être. » Hélène feuilletait le livre les larmes aux yeux. « Alors Élise, elle savait? À propos de Claire ?»« Les enfants savent toujours, » répondit doucement la dame. « Ils voient ce que nous, adultes, refusons de voir. Votre fille et Claire avaient une connexion spéciale. C'était comme si un bruit venant de la boutique interrompit la conversation. La clochette de la porte avait sonné, mais quand ils allèrent vérifier, il n'y avait personne. Seulement un nouveau dessin sur le comptoir, 2 petites filles se tenant la main, souriant. « Elle nous observe, » dit François, reconnaissant le trait d'Élise dans le dessin. « Elle l'a toujours fait, » acquiesça Madame Mathilde. « Attendant le bon moment, vous deviez être prêts, tous les deux, pour accepter le cadeau qu'elle apporte. »« Et quel est ce cadeau ?» demanda Hélène. « Là, c'est... » Vieille dame sourit mystérieusement. « La chance de recommencer, de guérir non seulement la douleur de la perte, mais les blessures qu'elle a laissées dans votre mariage, dans votre famille. Claire n'est pas venue pour remplacer Élise, mais pour vous aider à honorer sa mémoire d'une nouvelle façon. » François sentit quelque chose changer en lui. C'était comme si un poids qu'il portait depuis des années commençait à se dissoudre. Il regarda Hélène et vit dans ses yeux
la même compréhension. « Que devons-nous faire maintenant » demanda-t-il. « Vivez, répondit simplement Madame Mathilde. Aimez votre fils Thomas. Reconnectez-vous l'un à l'autre. Claire apparaîtra quand ce sera nécessaire, mais le véritable travail de guérison, celui-là, vous devez le faire vous-même. » Quand ils sortirent de la boutique, le soleil de l'après-midi peignait la ville de tons dorés. François et Hélène marchaient main dans la main, chose qu'ils n'avaient pas faite depuis des années. Dans le parc en face, des enfants jouaient joyeusement. Et là, pendant un bref instant, ils virent Claire et Élise ensemble sur la balançoire, leur rire résonnant comme de la musique dans l'air. Quand ils clignèrent des yeux, il n'y avait plus que la balançoire vide se balançant doucement dans la brise. La nouvelle se répandit rapidement chez Dumont Technologies. François avait demandé un congé temporaire. Pour beaucoup d'employés, c'était impensable. En 20 ans d'entreprise, il n'avait jamais pris plus de quelques jours de congé. Richard, son fidèle assistant, fut le seul à ne pas être surpris. Il avait vu la transformation se produire progressivement. « J'ai besoin de temps pour ma famille ?» fut la seule explication que François offrit au conseil. Personne n'osa questionner. L'homme qui parlait maintenant avait une lueur différente dans les yeux, une sérénité qui contrastait avec l'obsession des dernières années. À la maison, les changements étaient encore plus évidents. Un matin, de samedi, Thomas entra en courant dans la chambre de ses parents, surpris de trouver non seulement l'un, mais les deux réveillés et souriants. « On va au parc aujourd'hui » demanda le petit garçon, contenant à peine son excitation. « Mieux » répondit François, prenant son fils dans ses bras. « Nous allons faire un pique-nique, comme nous avions l'habitude de faire. » Le parc était rempli de familles, profitant de la journée ensoleillée. François étendit la nappe à carreaux sous un grand arbre, exactement comme il le faisait des années auparavant. Hélène prépara les sandwichs préférés de Thomas, tandis que le garçon courait après des bulles de savon. « Il a le même œil. »« Sourire qu'elle » commenta doucement Hélène, observant son fils jouer. François acquiesça, ressentant non pas la douleur habituelle, mais une chaleur réconfortante dans la poitrine. Et le même rire. C'est alors que Thomas arrêta brusquement sa course, regardant fixement quelque chose au-delà des buissons. « Papa, regarde, il y a une petite fille toute seule là-bas. » Le cœur de François s'accéléra. Lui et Hélène se regardèrent, se souvenant instantanément de la lettre d'Élise. Quand ils se tournèrent pour regarder, ils virent Claire assise sur un banc éloigné, ses pieds nus se balançant dans l'air. « Je peux jouer avec elle ?» demanda innocemment Thomas. « Oui », répondit François, la voix étranglée. « En fait, pourquoi ne l'invites-tu pas à se joindre à notre pique-nique » Thomas courut vers le banc, mais avant qu'il n'y arrive, Claire marchait déjà dans sa direction, comme si elle attendait l'invitation. Les deux se rencontrèrent à mi-chemin, et c'était comme s'ils se connaissaient depuis des années. « Bonjour » dit Claire, s'asseyant sur la nappe à carreaux avec naturel. « Merci pour l'invitation. » Hélène tenait la main de François avec force, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Voir Claire de près, interagissant avec Thomas, m'était différent de toutes les histoires qu'elle avait entendues. « Tu aimes les sandwichs au beurre de cacahuète » demanda Thomas, lui offrant la moitié de son sandwich. « C'est mon préféré » sourit Claire. « Tu sais que ta sœur les adorait aussi ?» Thomas fronça les sourcils, confus. « J'ai une sœur ?» Un silence délicat s'installa sur le groupe. François. Hélène n'avait jamais parlé d'Élise à Thomas. La douleur était trop grande. Mais maintenant, voyant le naturel avec lequel Claire abordait le sujet, ils réalisèrent qu'ils s'étaient peut-être protégés eux-mêmes, pas leur fils. « Tu en avais une » dit doucement Claire, sortant quelque chose de la poche de sa robe bleue. C'était une petite photo soigneusement conservée. Elle s'appelait Élise, et elle t'aimait beaucoup, même avant ta naissance. Thomas prit la photo avec curiosité. Dessus, une petite fille souriait largement, tenant un ours en peluche identique à celui que Thomas avait dans sa chambre. Un cadeau que François avait gardé pendant des années, sans jamais expliquer son origine. « C'est Léon !» s'exclama Thomas, reconnaissant l'ourson. « Oui !» sourit Claire. « Elle voulait que tu l'aies, pour te protéger et te faire sourire comme il le faisait avec elle. » François observait la scène, émerveillé par la manière douce dont Claire introduisait Élise dans la vie de Thomas. Il n'y avait pas de traumatisme, pas de poids, juste la vérité simple et pure, vue à travers les yeux d'un enfant. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé d'elle » demanda Thomas, regardant ses parents. Hélène respira profondément,
trouvant de la force dans la présence sereine de Claire. Parce que parfois, mon amour, quand nous ressentons trop le manque de quelqu'un, nous avons peur de parler de cette personne. Mais ta sœur, elle était incroyable, Thomas, et tu as tant d'elle en toi. Comme quoi, les yeux du garçon brillaient de curiosité. La façon dont tu danses quand tu es heureux, répondit François, sa voix douce. La façon dont tu partages toujours ton goûter avec tes amis. Et spécialement, il fit une pause, souriant, la façon dont tu arrives à faire sourire tout le monde, même dans les jours les plus difficiles. Claire observait la famille avec un sourire serein, comme si elle était témoin de l'aboutissement de quelque chose planifié depuis longtemps. Thomas, absorbé par la découverte de ce nouveau lien, bombardait ses parents de questions sur Élise. Chaque réponse apportant non pas de la douleur, mais une sensation de plénitude qui manquait depuis longtemps. Dans les semaines qui suivirent, la présence de Claire devint plus fréquente dans la vie des Dumont. Elle apparaissait aux moments les plus inattendus, pendant un petit déjeuner en famille, lors d'un après-midi de jeux de société, ou simplement assise sur la terrasse, observant le coucher du soleil. Chaque visite apportait avec elle une nouvelle découverte, un souvenir redécouvert, un lien renforcé. François avait transformé son bureau à la maison en un espace différent, là où il y avait auparavant des documents obsessionnels et des théories conspirationnistes, il y avait maintenant un mur de souvenirs heureux. Des photographies d'Élise se mêlaient aux dessins de Thomas, créant une narration visuelle de la famille qu'ils étaient et de la famille qu'ils devenaient. « Vous semblez différent, monsieur », remarqua Richard lors d'une des rares visites de François à l'entreprise. Plus léger. François sourit regardant par la fenêtre du 40e étage. « Tu sais, Richard, j'ai passé des années à essayer de tout contrôler. Le temps, les souvenirs, même le manque. Mais parfois, la vie nous surprend avec des cadeaux que nous ne pouvons pas expliquer, seulement accepter. » Cet après-midi-là, en rentrant à la maison, il trouva Hélène et Claire assises sur le canapé, feuilletant un vieil album de photos. Thomas dormait sur les genoux de sa mère, un sourire serein sur son visage. Elle avait l'habitude de faire cette même tête. Quand elle dormait, commenta Claire pointant une photo d'Élise, comme si elle faisait le plus beau rêve du monde. Hélène passa doucement sa main dans les cheveux de son fils. C'est incroyable comme ils se ressemblent, pas seulement physiquement, mais dans leur façon d'être. Les âmes qui s'aiment trouvent des moyens de rester connectées, dit Claire, sa voix portant cette sagesse ancienne qui intriguait tant les adultes. Parfois à travers un rire, parfois à travers un geste, parfois à travers un ange en robe bleue, compléta François, s'asseyant avec elle. Claire sourit mystérieusement. Je préfère penser que je suis simplement un pont entre ce qui était et ce qui peut être, entre la douleur et la guérison, entre la peur d'oublier et le courage de se souvenir avec amour. À ce moment, Thomas se réveilla doucement, ses yeux somnolents rencontrant ceux de Claire. « J'ai rêvé d'elle, dit-il simplement. Nous jouions dans le parc et tu étais là aussi. »« Et comment c'était ?» demanda Hélène, échangeant un regard significatif avec François. « C'était chouette, » répondit Thomas, se frottant les yeux. « Elle m'a appris une chanson en français. La quelque chose, la vie en rose, » chuchotèrent François et Claire à l'unisson. Le moment fut interrompu par le son de la sonnette. C'était Madame Mathilde, portant une vieille boîte que personne n'avait vue auparavant. « Claire m'a demandé d'apporter ceci, » dit la vieille dame, ses yeux brillants de connaissance. « Elle a dit qu'il était temps. » Dans la boîte, il y avait des dizaines de lettres, toutes écrites par différentes personnes au fil des décennies. C'étaient des remerciements à Claire, des récits de comment elle avait aidé des familles à se reconnecter, à surmonter des pertes, à trouver la paix. « Vous n'êtes pas les premiers, » expliqua Madame Mathilde, s'asseyant avec eux. « Et vous ne serez pas les derniers. Claire existe pour nous rappeler que l'amour ne connaît pas les barrières que nous construisons, pas même celles du temps. » Thomas, complètement réveillé maintenant, prit l'une des lettres. « Je peux lire ?»« Bien. »« Sûr, » répondit Claire, mais quand tous regardèrent dans sa direction, elle n'était plus là. À sa place, seulement un nouveau dessin sur le canapé. 3 personnes se tenant la main sous un ciel étoilé, et une 4e silhouette, translucide, souriant à côté d'elle. « Elle fait toujours ça ?» demanda Thomas, sans paraître vraiment surpris. « Oui, » répondit Madame Mathilde avec un sourire entendu. « Mais elle ne part jamais complètement. Elle attend le bon moment pour revenir quand nous avons besoin qu'on nous rappelle
que l'amour est plus grand que n'importe quelle distance, plus grand que n'importe quelle absence. François enlaça Hélène et Thomas, ressentant une paix qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. Les lettres dans la boîte racontaient des histoires d'espoir et de renouveau, faisant écho à leur propre parcours de guérison. Claire était entrée dans leur vie, non pas pour combler un vide, mais pour montrer que le vide n'avait jamais vraiment existé, seulement la peur de continuer à aimer. Le docteur Lambert ajusta ses lunettes d'écaille en observant François, dans son cabinet. En tant que thérapeute holistique, il était habitué aux histoires extraordinaires, mais le cas des Dumont était unique. François avait cherché son aide non plus pour enquêter obsessionnellement sur le passé, mais pour mieux comprendre le présent. Alors vous avez décidé d'accepter la présence de Claire sans essayer de l'expliquer ? Demanda le thérapeute, prenant des notes dans son carnet. C'est comme essayer d'expliquer l'amour, répondit François, détendu sur le divan en cuir marron. Plus on essaie d'analyser, moins ça a de sens. Mais quand on accepte simplement... Il fit une pause, souriant. C'est comme si tout s'emboîtait naturellement. Le cabinet était décoré de cristaux et de mandalas, de l'encens à la lavande flottant dans l'air. Sur l'un des murs, un tableau attira l'attention de François. Une peinture ancienne d'une petite fille en robe bleue. « Intéressant que vous ayez remarqué ce tableau », commenta le docteur Lambert, suivant son regard. « C'était un cadeau d'une patiente, il y a 30 ans. Elle aussi a trouvé la guérison grâce à une mystérieuse petite fille. » François se redressa, intrigué. « Vous connaissez d'autres histoires sur Claire ?» Le thérapeute se leva, marchant vers une vieille étagère. « Au cours de ma carrière, j'ai documenté divers cas de guérison inexplicables, des personnes qui ont trouvé la paix grâce à des interventions que notre science ne peut expliquer. » Il sortit un dossier poussiéreux. Celui-ci est particulièrement intéressant. Le dossier contenait le cas d'une famille en 1985. La mère, après une perte traumatique, avait trouvé du réconfort grâce à une petite fille qui apparaissait dans ses moments les plus difficiles. Les descriptions étaient identiques. La robe bleue, les pieds nus, la sagesse ancienne dans des yeux jeunes. Mais il y a plus, continua le docteur Lambert, ouvrant un autre dossier. En 1992, un monsieur est venu me consulter. Il était dévasté par la culpabilité de ne pas avoir passé plus de temps avec sa femme avant son départ. Claire est apparue pour lui aussi, l'aidant à faire la paix avec le passé. François feuilletait les dossiers, fasciné. Chaque histoire faisait écho à des éléments de sa propre expérience. La douleur initiale, la rencontre mystique, la guérison progressive. Mais il y avait quelque chose de différent dans son cas. Dans toutes ces histoires, observa-t-il, Claire n'est apparue qu'à une seule personne. Dans notre cas, elle interagit avec toute la famille. Pourquoi ? Le docteur Lambert sourit énigmatiquement. Peut-être parce que votre guérison devait être collective. Ce n'était pas seulement vous qui aviez besoin d'aide, François, c'était toute votre famille. À ce moment, comme si elle répondait à une réplique invisible, Claire se matérialisa assise dans le fauteuil à côté. Le docteur Lambert ne manifesta pas de surprise, comme s'il s'y attendait. « Vous êtes prêt pour la séance de régression maintenant », dit doucement Claire. « Et il y a quelque chose dont vous devez vous souvenir. » François regarda le thérapeute, qui acquiesça d'un signe encourageant. « Faites confiance au processus, dit-il, allumant quelques bougies parfumées. Avec les conseils du docteur Lambert et la présence sereine de Claire, François ferma les yeux. La régression le ramena à cet après-midi sur la place 8 ans auparavant. Mais cette fois, le souvenir était différent, plus clair, plus complet. Il vit Élise courir vers une petite fille solitaire, Claire. Il les vit jouer ensemble comme si elles étaient de vieilles amies. Et puis il entendit clairement la conversation que son esprit avait bloquée. « Papa !» appela Élise. « On peut l'emmener à la maison ? Elle dit qu'elle doit nous aider pour quelque chose d'important. »« Pas maintenant, princesse !» répondit-il distraitement, occupé par un appel. « Professionnel ? Peut-être un autre jour. » Claire sourit à Élise, chuchotant quelque chose à son oreille. Les deux rirent, partageant un secret qui ne prenait sens que maintenant. « Ce n'est pas grave, » dit Claire. « Nous nous retrouverons, quand le moment sera venu. » Le souvenir se dissipa, et François ouvrit les yeux, des larmes coulant sur son visage. Claire était toujours là, souriant gentiment. « Vous vous souvenez maintenant ?» dit-elle. Ce n'était pas une coïncidence. Rien de tout cela ne l'était.
Élise savait qu'un jour vous auriez besoin de moi, elle ne savait simplement pas quand. Le docteur Lambert observait l'interaction avec un intérêt professionnel et de la révérence. En des décennies de pratique, il n'avait jamais personnellement témoigné de la présence de Claire. Il avait seulement recueilli des histoires à son sujet. La guérison ne vient pas toujours sous la forme que nous attendons, dit doucement le thérapeute. Parfois, elle a besoin d'un petit ange en robe bleue pour nous montrer le chemin. Claire se leva, prête à partir. Votre famille vous attend, François. Il est temps de leur parler de ce souvenir, de comment tout a commencé bien avant ce que nous imaginions. Quand François se leva pour la remercier, Claire avait déjà disparu. À sa place, seulement un nouveau dessin sur le fauteuil, 2 petites filles jouant sur la place et une phrase écrite avec l'écriture d'Élise. Certaines promesses traversent le temps. La décision de rouvrir la chambre d'Élise ne fut pas facile. Pendant 8 ans, cette porte était restée fermée à clé, gardant non seulement des objets, mais aussi des souvenirs qui semblaient trop lourds à toucher. Mais ce matin de dimanche, toute la famille Dumont était réunie devant elle. « Tu es sûr ?» demanda Hélène, tenant la clé d'une main tremblante. François acquiesça, l'entourant de ses bras. Thomas tenait son autre main, tandis que Claire, qui était apparue silencieusement quelques minutes plus tôt, observait la scène avec son habituel sourire serein. La clé tourna avec un clic doux. La porte s'ouvrit révélant une chambre préservée dans le temps, les murs roses, les ours en peluche alignés sur l'étagère, le petit bureau où Élise avait l'habitude de dessiner. « Waouh !» chuchota Thomas, entrant prudemment. « C'est ici que ma sœur vivait. »« Oui, » répondit Claire, entrant juste derrière. « Et elle serait ravie de savoir que tu es ici maintenant. » La chambre avait une odeur particulière. Non pas de moisi ou d'abandon, mais de fleurs fraîches, comme si elle avait été préparée pour cette visite. François remarqua quelque chose d'étrange. Il n'y avait de poussière nulle part. « Quelqu'un est entré ici ?» demanda-t-il, passant son doigt sur une étagère parfaitement propre. Claire sourit mystérieusement. « L'amour maintient les choses vivantes, François, même quand nous pensons qu'elles sont abandonnées. » Thomas avait découvert une vieille boîte à musique sur la table de chevet. Quand il l'ouvrit, les premières notes de « La vie en rose » remplirent l'atmosphère. Hélène couvrit sa bouche de ses mains. C'était la chanson que François chantait à Élise pour l'endormir. « Regarde ça !» s'exclama Thomas, découvrant quelque chose sous le lit. C'était une boîte à chaussures décorée d'autocollants en forme d'étoile. À l'intérieur, il y avait des dizaines de dessins que personne n'avait jamais vus auparavant. Tous montraient la même scène, une famille de 4 personnes, plus une figure spéciale en robe bleue. Le plus impressionnant, dans plusieurs dessins, il y avait un petit garçon qui ressemblait beaucoup à Thomas. « Mais comment ?» demanda Hélène examinant les dessins. Thomas n'était même pas né quand « Le cœur sait des choses que l'esprit ne comprend pas », répondit Claire, s'asseyant sur l'ancien lit d'Élise. Elle savait qu'il viendrait. Elle savait qu'un jour, vous seriez tous ici, ensemble. François prit l'un des dessins. Dessus, il y avait une date écrite dans le coin, exactement aujourd'hui. Le dessin montrait précisément cette scène, toute la famille dans la chambre, redécouvrant des souvenirs avec Claire présente. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Possible. » Est un mot trop petit pour l'amour, dit Claire, prenant un autre dessin de la boîte. « Regardez celui-ci. » C'était un dessin différent. Il montrait la chambre transformée en un nouvel espace, avec des éléments d'Élise et de Thomas harmonieusement mélangés. Sur le papier, un message « Pour quand mon petit frère sera prêt ?» Thomas regarda ses parents, ses yeux brillants. « On peut faire ça? Je peux avoir sa chambre? Je promets de prendre soin de tout. » François et Hélène se regardèrent. L'idée de transformer le sanctuaire d'Élise aurait été impensable quelques semaines auparavant. Mais maintenant, cela semblait parfaitement naturel. « Je pense que c'est exactement ce qu'elle aurait voulu, » dit doucement Hélène. « En fait, » intervint Claire, elle a laissé des instructions spécifiques. La mystérieuse petite fille marcha jusqu'au placard et ouvrit un tiroir spécifique, en sortant une enveloppe que personne n'avait jamais remarquée. À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite avec l'écriture soignée d'Élise. « Cher, Tomt, quand tu trouveras cette lettre, cela signifie que tu es prêt à avoir ton propre espace spécial. Je sais que tu prendras bien soin de mes trésors, et je sais aussi que tu créeras les tiens. La chambre est
À toi maintenant, petit frère. Mais souviens-toi, chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai près de toi. Parfois à travers une musique, parfois à travers un dessin, parfois à travers notre ami spécial en robe bleue. Avec un amour éternel, ta sœur Élise. Thomas serra la lettre contre sa poitrine, des larmes silencieuses coulant sur son visage. François et Hélène se joignirent à l'étreinte, formant un cercle d'amour et de guérison. Claire observait la scène avec satisfaction, comme si elle était témoin de l'aboutissement d'un plan longuement orchestré. Quand la famille ouvrit les yeux, elle avait à nouveau disparu. Mais cette fois, elle avait laissé quelque chose de différent. Non pas un dessin, mais une petite clé dorée sur le lit. Pour ouvrir de nouveaux commencements, disait le billet à côté, écrit moitié avec l'écriture de Claire, moitié avec celle d'Élise. La transformation de la chambre devint un projet familial qui occupa les semaines suivantes. Chaque décision était prise avec soin et respect, mélangeant le nouveau avec l'ancien. Thomas insista pour garder intact le mur des dessins d'Élise, créant son propre espace artistique à côté. Un après-midi particulièrement significatif, alors qu'ils organisaient les affaires d'Élise, Hélène trouva quelque chose d'extraordinaire caché au fond d'un tiroir, un journal à la couverture de velours violet, fermé par un petit cadenas doré. « François » appela-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « La clé que Claire a laissée… » Le couple se regarda, comprenant instantanément. La petite clé dorée s'inséra parfaitement dans le cadenas. Thomas, qui jouait avec quelques petites voitures sur le tapis, s'approcha curieusement. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Claire se matérialisa, assise sur le rebord de la fenêtre, ses pieds nus se balançant doucement. « C'est l'histoire de comment tout a commencé », dit-elle avec son sourire énigmatique. Les premières pages du journal contenaient des dessins et des textes typiques d'une petite fille de 7 ans. Des histoires de licornes, de princesses et d'aventures magiques. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la lecture, quelque chose d'extraordinaire commençait à se révéler. « Cher journal », lut Hélène à haute voix, « aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de spécial dans le parc. Elle a dit qu'elle est un type différent d'ange, un qui aide les familles à guérir quand elles sont tristes. Son nom est Claire et elle m'a confié un secret. Un jour, quand je ne pourrai plus être ici, elle prendra soin de papa, de maman et de mon petit frère qui n'est pas encore né. » François s'assit lourdement sur le lit, absorbant l'impact de ces mots. Le journal continuait. « Claire m'a montré des choses incroyables aujourd'hui. J'ai vu mon petit frère. Il s'appellera Thomas et il adorera les petites voitures rouges. J'ai vu papa sourire à nouveau et maman chanter dans la cuisine. J'ai vu notre famille complète, même quand je ne serai plus que sur les photos du mur. » Thomas écoutait tout avec des yeux écarquillés, serrant sa petite voiture rouge préférée. Exactement comme décrit dans le journal des années avant sa naissance. « Elle savait, chuchota-t-il, regardant Claire. Ma sœur savait tout. » Claire acquiesça doucement. Élise avait un don spécial. Elle pouvait voir au-delà de ce que les autres voient. Comme toi, Thomas. Comme moi? Pourquoi penses-tu que tu sais toujours quand je vais apparaître? Sourit Claire. Pourquoi penses-tu que tu n'as jamais eu peur de moi dès le premier instant? François et Hélène observaient l'interaction, commençant à comprendre. Thomas avait toujours eu une sensibilité unique, la façon dont il percevait les émotions des autres, dont il savait exactement quoi dire dans les moments difficiles. Le journal contenait plus de révélations. Dans ses dernières pages, Élise avait écrit une série de lettres, une pour chaque membre de la famille, y compris Thomas avec des dates spécifiques pour les ouvrir. « Ce n'est pas encore le moment de toutes les lire », dit Claire, s'approchant du journal. « Chaque lettre a son moment approprié, tout comme chaque guérison a son propre temps. » Hélène feuilleta jusqu'à la dernière page où elle trouva une enveloppe marquée avec la date d'aujourd'hui. À l'intérieur, il y avait une photographie dont personne ne se souvenait avoir prise. Élise et Claire assises sur la balançoire de la place, riant d'une plaisanterie particulière. « Mais comment ?» commença François. « Certains souvenirs existent avant même de se produire, » répondit Claire énigmatiquement. « Tout comme certains amours existent avant la première rencontre. » Thomas prit la photo, l'étudiant attentivement. « Regarde !» s'exclama-t-il, pointant l'arrière-plan de l'image. Là, presque imperceptible, il y avait une troisième figure sur la balançoire, un petit garçon avec une voiture rouge. « C'est nous trois »,
dit-il simplement comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. François sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. Le journal d'Élise n'était pas seulement un enregistrement du passé, c'était une carte pour l'avenir, un avenir qu'elle avait d'une manière ou d'une autre entrevu à travers les yeux de Claire. « Chaque page de ce journal s'ouvrira au moment opportun », dit Claire, se levant. « Tout comme chaque souvenir trouve son heure pour être redécouvert. Pour aujourd'hui, vous avez déjà reçu ce dont vous aviez besoin. » Avant de disparaître, Claire toucha doucement le journal. Les pages non encore lues se scellèrent magiquement, attendant leur moment approprié pour révéler leurs secrets. « Comment saurons-nous quand c'est le bon moment ?» demanda Hélène. Le sourire de Claire fut sa dernière image avant de s'évanouir. « Le cœur sait toujours, Hélène. Il a toujours... » Chez Dumont Technologies, les changements étaient évidents pour quiconque connaissait François. L'homme d'affaires autrefois obsédé par le contrôle et la perfection émanait maintenant une sérénité contagieuse. Un matin particulièrement important, il réunit le conseil pour une annonce surprenante. « Messieurs, commença-t-il debout devant les cadres dans la salle de réunion du 40e étage, après mûre réflexion, j'ai décidé de créer une nouvelle division dans l'entreprise, la Fondation Élise Dumont. » Un murmure parcourut la salle. C'était la première fois que François mentionnait publiquement le nom de sa fille dans un contexte professionnel. « Ce sera un espace dédié à aider les familles qui font face à des pertes significatives, » continua-t-il. « Nous offrirons un soutien psychologique, des groupes d'entraide et quelque chose de plus spécial. » À ce moment, à la surprise de tous, Claire entra dans la salle de réunion. Vêtue de sa caractéristique robe bleue, ses pieds nus silencieux sur la moquette exécutive, elle sourit aux personnes présentes. « Voici Claire, » présenta François, sa voix chargée d'émotion. « Elle sera notre consultante spéciale. » Les cadres se regardèrent, confus. Comment une enfant pourrait-elle être consultante de quoi que ce soit? Mais il y avait quelque chose dans le regard de Claire qui les empêchait de questionner, une sagesse ancienne qui transcendait son apparence jeune. « La douleur, » dit Claire, sa voix remplissant la salle, nous fait parfois construire des murs si haut que nous oublions à quoi ressemble le ciel. La Fondation Élise existera pour aider les gens à trouver des fenêtres dans ces murs. » Richard, qui observait tout depuis la porte, sentit un frisson. Des années auparavant, sa propre fille était partie trop tôt et il n'avait jamais partagé cette douleur avec personne au travail. Mais quelque chose dans la présence de Claire lui fit se souvenir non pas de la tristesse, mais des moments de joie. Après la réunion, alors que les cadres sortaient encore en train de traiter ce dont ils avaient été témoins, Claire s'approcha de Richard. « Elle adorait quand vous chantiez quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, » dit-elle doucement, faisant référence à sa fille. « Elle aime toujours. » Richard sentit ses jambes faiblir. Il n'avait jamais parlé à personne de cette chanson spéciale. François observait la scène avec un sourire entendu. Claire avait fait cela plusieurs fois depuis qu'ils avaient commencé à planifier la fondation. Elle trouvait des personnes qui portaient des douleurs silencieuses et offraient non seulement du réconfort, mais un pont vers la guérison. La nouvelle de la Fondation Élise se répandit rapidement. Bientôt, le bureau commença à recevoir des lettres et des emails de familles de tout le pays, des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient déjà été touchées par Claire au fil des ans. « C'est plus grand que ce que nous imaginions », dit François à Hélène ce soir-là, montrant les centaines de messages reçus. « Ça l'a toujours été », répondit Claire, se matérialisant sur la terrasse du penthouse. « Chaque personne que j'ai aidée a laissé un écho d'espoir. Maintenant, ces échos se rencontrent. » Thomas, qui jouait avec ses petites voitures, leva les yeux. « C'est pour ça que parfois tu disparais, Claire, pour aider d'autres personnes ?»« Oui, » sourit-elle, « mais je reviens toujours vers vous. Certaines familles sont spéciales, elles sont comme des ponts vers d'autres histoires. » Ce soir-là, alors que la famille dînait ensemble, le téléphone sonna. C'était Madame Mathilde, sa voix tremblant d'émotion. « François, dit-elle, vous devez voir ça. Toutes les anciennes lettres concernant Claire. Elles se mettent à jour toutes seules, les histoires se connectent, dans la bibliothèque. » De la boutique d'antiquité, les pages jaunies des registres de Madame Mathilde brillaient d'une douce lumière. De nouveaux mots apparaissaient magiquement, entrelaçant les anciennes histoires avec la nouvelle mission de la Fondation Élise.
C'est comme une toile, observa Hélène, passant ses doigts sur les pages lumineuses. Chaque histoire connectée à l'autre, chaque douleur transformée en espoir. Claire, assise sur le rebord de la fenêtre de la bibliothèque, souriait sereinement. Maintenant, vous comprenez, ce n'était jamais seulement à propos d'une famille. C'était de montrer que l'amour peut créer des ponts entre les personnes, entre les temps, entre les mondes. François enlaça sa famille, observant les pages qui continuaient à se remplir de nouvelles. Histoires. La Fondation Élise serait plus qu'un projet d'entreprise. Ce serait un témoignage que parfois les plus grands miracles commencent avec une simple petite fille en robe bleue apparaissant exactement quand nous en avons le plus besoin. Le docteur Lambert était habitué aux événements extraordinaires dans son cabinet, mais rien ne l'avait préparé à cet après-midi. Une file de personnes se formait dans le couloir, toutes apportant des histoires sur une mystérieuse petite fille en robe bleue qui avait touché leur vie au fil des décennies. La Fondation Élise était devenue un catalyseur, réunissant des personnes qui, auparavant, gardaient leur rencontre avec Claire secrète. Parmi elles se trouvait Marie-Hélène, une dame de 80 ans qui avait voyagé de la campagne uniquement pour partager son histoire. C'était en 1952, raconta-t-elle, assise dans le fauteuil du cabinet. Je venais de perdre ma sœur jumelle. Claire est apparue dans la cour de la maison, jouant avec les mêmes poupées qui étaient nos préférées. Elle m'a aidé à comprendre que certains liens sont éternels. François, qui participait à la session spéciale organisée par la Fondation, remarqua quelque chose de familier dans le récit. Les poupées. Elles avaient des robes assorties. Marie-Hélène écarquilla les yeux. Oui, une bleue et une rose. Comment le savez-vous? En réponse, François ouvrit le journal d'Élise à une page spécifique. Là se trouvait un dessin. 2 poupées identiques, avec des robes bleues et roses, à côté de 2 petites filles qui ressemblaient beaucoup à Marie-Hélène dans sa jeunesse. Impossible, chuchota la dame, touchant le dessin de ses doigts tremblants. Ce dessin a été fait des décennies plus tard. Le temps n'est pas une ligne droite, dit Claire, se matérialisant près de la fenêtre du cabinet. C'est comme un tissu, où tous les moments existent simultanément. Certains d'entre nous peuvent voir les motifs dans ce tissu. Le docteur Lambert observait, fasciné, tandis que plus de personnes partageaient leurs histoires. Chaque récit se connectait d'une manière ou d'une autre aux autres. Un jouet qui apparaissait à différentes époques, une musique qui résonnait à travers les générations, un geste de réconfort qui se répétait dans différents contextes. Claire ne nous a pas seulement aidés individuellement, réalisa le thérapeute prenant des notes frénétiques. Elle a tissé un réseau de guérison qui traverse le temps. Thomas, qui avait insisté pour accompagner son père ce jour-là, jouait tranquillement dans un coin de la pièce avec sa petite voiture rouge. Soudain, il leva les yeux. « Regarde. Papa, Monsieur Jean a la même voiture que moi. » Un vieil homme au fond de la salle sourit, sortant de sa poche une petite voiture rouge identique, bien que beaucoup plus usée par le temps. « C'était un cadeau de ma fille, en 1975, » expliqua-t-il. « Claire m'a aidé à la trouver après que ma petite soit partie. Elle m'a dit qu'un jour elle trouverait son véritable propriétaire. » Thomas examina les 2 voitures côte à côte. Elles étaient exactement les mêmes. Même une petite éraflure sur le côté droit. « En fait, continua Monsieur Jean, Claire m'a fait promettre de garder quelque chose de plus. » Il sortit une enveloppe jaunie de sa poche. « Elle m'a dit que je devrais la remettre aujourd'hui, dans cette pièce, à un petit garçon avec une voiture identique à la mienne. » L'enveloppe contenait une lettre adressée à Thomas, avec l'écriture d'Élise. « Cher petit frère, quand tu liras ceci, tu commenceras à comprendre comment tout se connecte. La petite voiture que tu aimes tant a une histoire spéciale. Elle a voyagé à travers le temps pour te parvenir, portant l'amour de personnes que tu vas encore rencontrer. Comme Claire dit toujours, certains cadeaux sont des portes vers d'autres. Cadeau, avec amour, ta sœur Élise. » La salle devint silencieuse, tandis que tous absorbaient la signification de ce moment. Le docteur Lambert remarqua que ces notes s'étaient transformées en un motif complexe, un mandala où chaque histoire se connectait aux autres dans un dessin parfait. « C'est comme une symphonie, » dit Claire, maintenant assise à côté de Thomas. « Chaque histoire est une note différente,
mais ensemble elles forment une musique qui guérit. Marie-Hélène s'approcha du petit garçon, ses yeux brillants de larmes de compréhension. « Ta sœur, elle a dessiné mes poupées parce qu'elle savait qu'un jour nous nous rencontrerions ici, pour nous aider à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. » François observait tout avec une nouvelle perspective. La Fondation Élise n'était pas seulement un projet caritatif, c'était un point de convergence où différentes lignes temporelles se rencontraient, où des histoires séparées par des décennies révélaient enfin leur connexion profonde. « Chaque personne dans cette salle, dit Claire, sa voix résonnant avec une sagesse ancienne, porte un morceau d'un puzzle plus grand. Ensemble, vous reconstruisez non seulement vos propres histoires, mais la façon même dont nous comprenons l'amour et la guérison. » Le docteur Lambert leva les yeux de ses notes, une réalisation soudaine le frappant. Les mandalas dans mon cabinet, ils ont toujours montré ce motif. Une petite fille en robe bleue au centre, connectant différents points dans le temps. Claire sourit, un sourire qui semblait contenir tous les âges du monde. Certains symboles sont universels, docteur. Ils apparaissent quand nous sommes prêts à les voir. Le lendemain matin de la réunion dans le cabinet du docteur Lambert, la Fondation Élise s'éveilla différente. Les murs, auparavant blancs et corporatifs, étaient maintenant couverts de dessins, des centaines, tous montrant Claire à différents moments de l'histoire, avec différentes familles. « Ils sont apparus pendant la nuit », expliqua le gardien, de nuit encore stupéfait. C'était comme voir des couleurs se répandre toutes seules sur les murs. Hélène marchait dans les couloirs, observant chaque dessin. Certains étaient clairement faits par Élise, d'autres par différentes mains, au fil des décennies. Mais tous racontaient des parties de la même histoire, l'histoire d'une petite fille mystérieuse qui apparaissait pour guérir des cœurs brisés. « C'est comme une galerie de l'impossible », commenta-t-elle quand François arriva. « Pas de l'impossible », corrigea Claire, apparaissant à leur côté, « de l'extraordinaire qui a toujours existé, mais que peu pouvaient voir. » Thomas courait d'un dessin à l'autre, reconnaissant des éléments qui se répétaient, la robe bleue de Claire, les pieds nus, le sourire serein. Mais il y avait quelque chose de plus. Dans chaque image, de petits détails connectaient une histoire à l'autre. « Regarde !» s'exclama-t-il, pointant vers un dessin de 1963. « La poupée de Marie-Hélène est ici aussi, et ma petite voiture, rouge. » François s'approcha, fasciné. Le dessin montrait Claire consolant une petite fille dans un hôpital, et à l'arrière-plan sur une petite table se trouvait la même petite voiture rouge qui appartenait maintenant à Thomas. « Chaque objet dans ces dessins, expliqua Claire, est comme une encre dans le temps. Ils aident à maintenir les histoires connectées, même quand les gens oublient. » À ce moment, Madame Mathilde entra dans la fondation, portant une vieille boîte. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les murs. « Alors c'est arrivé, » dit-elle souriant. « Le voile est enfin tombé. » De la boîte, elle sortit des dizaines d'objets. Une poupée en robe bleue, un ours en peluche usé, une boîte à musique qui jouait « La vie en rose », un carnet avec des dessins de différentes époques. Chaque article correspondait à une image sur les murs. « J'ai gardé chacun d'eux, » expliqua la dame âgée. « Claire m'a demandé d'être la gardienne de ces trésors jusqu'à ce que le moment soit venu. » Hélène prit la boîte à musique avec précaution. Quand elle l'ouvrit, en plus de la mélodie familière, une douce lumière en émana, projetant des images sur les murs, des souvenirs vivants de tous les moments où Claire était apparue, à quelqu'un qui avait besoin de réconfort. « Est-ce pour cela que tu m'as choisi ?» demanda François à Claire. « Parce que tu savais que je créerais cet endroit ?» Claire secoua doucement la tête. « Non, François, la fondation existe parce que vous avez choisi de transformer votre douleur en quelque chose de plus grand. J'ai simplement aidé à montrer le chemin. » Thomas, qui s'était assis par terre pour jouer avec sa petite voiture rouge, devint soudain très calme. Ses yeux acquirent un éclat spécial, le même qu'Élise avait quand elle était sur le point de faire l'un de ses dessins prophétiques. « C'est l'heure, » dit-il simplement. Comme répondant à un commandement invisible, tous les dessins sur les murs commencèrent à briller doucement. Au centre du couloir, une silhouette translucide commença à se former. Élise, exactement comme elle était à 7 ans. « Ma petite fille », chuchota Hélène, des larmes coulant sur son visage. Mais ce n'était pas seulement Élise. À ses côtés, d'autres silhouettes commencèrent à apparaître,
tous les enfants que Claire avait aidés au fil des ans, toutes les histoires qui avaient été interrompues trop tôt. « Vous avez réussi », dit Élise, sa voix résonnant comme de la musique. « Vous avez transformé la nostalgie en espoir. » Claire s'approcha d'Élise, les deux petites filles maintenant côte à côte, la gardienne du temps et la petite fille qui avait tout prévu. « Cet endroit, dit Claire, sera plus qu'une fondation. Ce sera un point de rencontre entre les temps, entre les histoires, entre les cœurs qui ont besoin de se reconnecter. » François enlaça Hélène et Thomas, observant l'impossible se produire devant leurs yeux. Les silhouettes translucides dansaient dans le couloir, chacune touchant l'un des objets que Madame Mathilde avait apportés, les infusant d'une lumière spéciale. « Ces objets sont maintenant des ponts, » expliqua Élise. « Quand quelqu'un aura besoin d'aide, ils sauront trouver le chemin jusqu'ici. »« Et toi ?» demanda Thomas à Claire. « Tu continueras à apparaître ?» Claire sourit de son sourire mystérieux. « Toujours, quand quelqu'un aura besoin d'un pont entre ce qui était et ce qui peut être. Après tout, certaines histoires ne finissent jamais. Elles trouvent simplement de nouvelles façons de continuer. » Le petit hôpital pour enfants en périphérie de la ville n'était pas dans les plans initiaux de la Fondation Élise. Mais un matin, Claire apparut dans le bureau de François avec une demande spécifique. « Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer, » dit-elle, ses yeux brillants de cette sagesse ancienne. Dans le service pédiatrique de l'hôpital, ils trouvèrent Lucie, une infirmière retraitée de 70 ans qui rendait encore visite aux patients en tant que bénévole. En voyant Claire, ses yeux s'emplirent de reconnaissance et de larmes. « Tu es revenue, » chuchota-t-elle. « Après toutes ces années !» Lucie raconta son histoire à François et Hélène. En 1975, elle était une jeune infirmière quand elle rencontra Claire. La mystérieuse petite fille apparaissait dans les chambres des enfants pendant la nuit, racontant des histoires qui atténuaient la douleur, apportant des sourires aux visages les plus fatigués. « Mais il y avait autre chose, » continua Lucie, les guidant dans le couloir de l'hôpital. « Claire m'a enseigné les moments dorés, ces instants spéciaux où le voile entre les mondes devient plus mince. Elle les conduisit à une salle spéciale, que le personnel de l'hôpital appelait affectueusement la salle des murmures. Les murs étaient couverts de dessins, des centaines, réalisés par différents enfants au fil des décennies. Chaque dessin raconte une histoire de guérison, expliqua Lucie. Pas seulement physique, mais de l'âme. Thomas, qui accompagnait le groupe, s'approcha d'un dessin en particulier. Il montrait Claire assise à côté d'une petite fille dans un lit d'hôpital, une petite fille qui ressemblait beaucoup à Élise. « C'est elle qui a dessiné ça ?» demanda-t-il. Lucie prit un vieux registre. « Oui, ta sœur est venue ici une fois pour quelques examens. Claire lui est apparue cette nuit-là. Le dessin est apparu sur le mur le lendemain matin. » François sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais su qu'Élise avait séjourné dans cet hôpital. C'était une partie de l'histoire qu'il ne connaissait pas encore. Elle savait, dit doucement Claire. Elle savait qu'un jour cet endroit se connecterait avec la Fondation. Chaque dessin ici est une pièce du puzzle. Hélène observait les dessins avec une attention renouvelée. Dans chacun d'eux, de petits détails se répétaient. La robe, bleu de Claire, des jouets spécifiques et autre chose, un symbole délicat qui apparaissait toujours dans un coin. « C'est une spirale », remarqua-t-elle, comme celle qui est dans le journal d'Élise. « C'est le symbole des moments dorés », expliqua Lucie. Claire m'a appris que lorsque ce symbole apparaît, cela signifie qu'une connexion spéciale est sur le point de se produire. Comme en réponse aux paroles de Lucie, une douce lumière commença à émaner des dessins. Le symbole de la spirale dans chaque image se mit à briller, créant une constellation de points lumineux sur les murs. « Cela se produit maintenant », dit Claire, sa voix se mêlant au son de cloches lointaines. Au centre de la pièce, l'air commença à onduler. Des formes translucides émergèrent des dessins, des enfants de différentes époques, chacun portant sa propre histoire de guérison et d'espoir. « Ce sont tous ceux qui ont trouvé du réconfort ici », expliqua Claire. « Chacun a laissé un peu de sa lumière, sa force, son espoir. Et maintenant ?» Avant qu'elle ne puisse terminer, Thomas fit un pas en avant, ses yeux brillants de cette même lumière spéciale qu'Élise possédait. « Ils veulent que nous continuions leur travail, » dit-il avec une sagesse au-delà de son âge. « Ils veulent que nous transformions cet endroit en partie de la Fondation. »
Lucie sourit à travers ses larmes. Pendant toutes ces années, j'ai gardé cette salle protégée, en attendant. Claire m'avait dit qu'un jour quelqu'un viendrait pour élargir son objectif. François et Hélène se regardèrent, comprenant. La Fondation Élise n'était pas seulement destinée à préserver des souvenirs ou à connecter des histoires du passé. Elle devait créer de nouveaux moments dorés, de nouvelles opportunités de guérison. La salle des murmures sera le cœur de la nouvelle aile de la Fondation, déclara François. Un lieu où l'extraordinaire peut se produire chaque jour. Claire marcha jusqu'au mur, touchant doucement l'un des dessins. Sous ses doigts, de nouvelles couleurs commencèrent à se répandre, comme de la peinture vivante. Chaque histoire de guérison, dit-elle, est comme une nouvelle couleur dans un tableau infini. Et maintenant, vous êtes les gardiens de ce tableau. Lucie sortit de sa poche une vieille clé décorée du même symbole en spirale. Claire me l'a donnée il y a 45 ans. Elle m'a dit qu'un jour, je saurais à qui la transmettre. Elle remit la clé à Thomas qui l'a reçue avec révérence. Certaines portes, sourit Claire, ne peuvent être ouvertes que par ceux qui peuvent encore voir la magie dans le monde. La transformation de l'hôpital pour enfants en une extension de la Fondation Élise se produisit avec une rapidité surprenante, comme si l'univers lui-même conspirait pour que tout s'emboîte parfaitement. La salle des murmures devint l'épicentre de quelque chose d'extraordinaire, un lieu où l'impossible se produisait quotidiennement. Un après-midi particulièrement significatif, alors qu'il supervisait les rénovations, François trouva quelque chose de curieux caché derrière l'un des anciens panneaux, un appareil photo Polaroid des années 70, parfaitement conservé. « C'était le mien », dit Lucie, ses yeux brillants de reconnaissance. « Claire m'a demandé de le cacher ici. Elle a dit qu'un jour quelqu'un de spécial en aurait besoin. » Thomas, qui jouait à proximité avec sa petite voiture rouge inséparable, s'approcha curieusement. Quand il toucha l'appareil, celui-ci prit vie instantanément, bien qu'il n'ait ni pile ni film. « Pointe-le vers n'importe quel dessin sur les murs », instruisit Claire, se matérialisant à leur côté. Le garçon visa l'appareil vers l'un des dessins les plus anciens, une scène de Claire racontant des histoires à des enfants en 1975. Lorsqu'il appuya sur le bouton, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La photographie qui sortit ne montrait pas seulement le dessin, mais la scène réelle, vivante, comme si l'appareil pouvait photographier à travers le temps. « C'est ainsi que fonctionne la mémoire du cœur », expliqua Claire. « Certains souvenirs sont si puissants qu'ils laissent des empreintes dans le tissu même du temps. » Au cours de l'après-midi, Thomas photographia divers dessins. Chaque photo révélait non seulement le moment dépeint, mais aussi les connexions, invisibles entre les histoires, comme des fils d'or reliant différentes époques et personnes. « Regarde !» s'exclama-t-il, montrant l'une des photos à ses parents. On pouvait y voir Claire et Élise ensemble dans la salle des murmures, mais le plus impressionnant était le reflet dans le miroir en arrière-plan. Il montrait Thomas, exactement comme il était maintenant, prenant cette même photo. Le temps, sourit Claire, est parfois comme un miroir d'eau. Quand nous y jetons une pierre d'amour, les ondes se propagent dans toutes les directions, passé, présent et futur. Hélène, qui organisait les nouvelles archives de la Fondation, trouva quelque chose de remarquable. Un document daté de 1975, signé par Lucie, décrivant exactement ce qui se passait en ce moment. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle, montrant le papier jauni. « Certaines histoires, répondit Claire, sont écrites avant de se produire, comme des partitions attendant d'être jouées. » À cet instant, toutes les photos que Thomas avait prises commencèrent à briller doucement. Elles flottèrent dans l'air, s'organisant en un motif circulaire. Un mandala de souvenirs qui racontait non seulement le passé, mais aussi le présent et des aperçus du futur. Au centre du mandala, une nouvelle image se forma. La Fondation, Élise des années plus tard, transformée en un phare d'espoir pour des personnes du monde entier. Sur les photos, on pouvait voir Thomas plus âgé poursuivant le travail initié par sa famille, et Claire toujours présente, guidant toujours de nouveaux cœurs vers la guérison. « C'est pour cela que tu nous as choisis, n'est-ce pas ?» demanda François. Ce n'était pas seulement notre guérison, mais la création de quelque chose de plus grand. Claire prit l'appareil des mains de Thomas et le pointa vers le groupe. Quand la photo sortit, elle montrait non seulement les personnes présentes, mais aussi toutes les vies qui seraient touchées à travers eux, une toile infinie de connexions et de possibilités.
Chaque cœur guéri, dit-elle, devient une lumière qui aide d'autres à trouver leur chemin. La Fondation Élise est plus qu'un lieu. C'est un point de rencontre entre toutes ces lumières. Lucie, qui observait tout avec des yeux embués, sortit de son sac un dernier trésor, un vieux carnet avec son écriture tremblante. Pendant des années, dit-elle, j'ai enregistré chaque apparition de Claire, chaque moment extraordinaire dans cette salle, mais j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Maintenant, je sais ce que c'était. Elle ouvrit le carnet à la dernière page, encore vierge. Au moment où elle le fit, des mots commencèrent à se former spontanément. Et ainsi, le cercle se referme. Ce qui a commencé avec une petite fille en robe bleue, apportant du réconfort au cœur brisé, s'est transformé en une symphonie de guérison, résonnant à travers le temps. La Fondation Élise n'est pas seulement un mémorial pour une petite fille spéciale, c'est un témoignage que l'amour, quand il est véritable, a le pouvoir de réécrire les lois mêmes de l'univers. Thomas prit sa petite voiture rouge et, avec la sagesse innocente des enfants, dit quelque chose qui résumait tout. Certaines histoires n'ont pas besoin de se terminer, sourit-il. Elles ont juste besoin de trouver de nouvelles personnes. Pour les continuer, la découverte se produisit par hasard. Un après-midi tranquille à la Fondation, alors que Thomas jouait avec l'appareil photo Polaroid magique dans la salle des murmures, il captura quelque chose d'extraordinaire. Une photographie qui montrait non seulement le passé ou le présent, mais une possibilité, un moment qui ne s'était pas encore produit. Sur l'image, claire comme le jour, se trouvait la famille Dumont au complet. François, Hélène, Thomas et entre eux, deux petites filles en robe, Claire et Élise, toutes deux solides et réelles, non plus comme des apparitions ou des souvenirs. « Est-ce possible ?» chuchota Hélène, ses mains tremblant en tenant la photographie. Claire, qui était assise sur le rebord de la fenêtre, sourit de son sourire mystérieux. « Vous rappelez-vous ce que je dis toujours à propos du temps? Ce n'est pas une ligne droite, c'est un tissu, » compléta Thomas, ses yeux brillants d'une compréhension au-delà de son âge. « Et parfois, nous pouvons le recoudre. » La question innocente de Thomas déclencha quelque chose dans la salle. Les dessins sur les murs commencèrent à pulser d'une douce lumière et le symbole de la spirale, celui qui marquait les moments dorés, se mit à briller sur chaque image. « Il y a quelque chose que vous devez voir, » dit Claire se levant. « Quelque chose qu'Élise a préparé il y a longtemps. » Elle les guida vers un coin spécifique de la salle où un dessin particulier commença à briller plus intensément. C'était l'un des derniers qu'Élise avait réalisé. Il montrait la salle des murmures exactement comme elle était maintenant, avec la famille réunie. « Regardez de plus près, » instruisit Claire. Quand ils s'approchèrent, les lignes du dessin commencèrent à bouger, comme de l'encre vivante. Au centre de l'image, des mots commencèrent à se former avec l'écriture caractéristique d'Élise. « Chère famille, si vous voyez ceci, cela signifie que le moment que j'ai tant attendu est arrivé. Claire n'est pas seulement une gardienne du temps, elle est un pont. Et maintenant, vous avez découvert comment le traverser. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Il peut guérir les cœurs, transformer des vies, et parfois, quand il est assez fort, il peut même plier les règles du temps. La fondation que vous avez créée n'est pas seulement un lieu de souvenir, c'est un point de convergence, où l'extraordinaire devient possible. Avec un amour éternel, Élise. François sentit son cœur s'accélérer. « Claire, que signifie cela ?» La petite fille en robe bleue marcha jusqu'au centre de la salle, où la lumière des dessins convergeait en un point précis. « Cela signifie qu'il est temps de comprendre mon véritable but, » répondit-elle. « Je ne suis pas seulement une messagère ou une gardienne. Je suis une possibilité. Une qu'Élise a vue avant nous tous. » Lucie, qui était arrivée silencieusement à la porte, avança avec des larmes dans les yeux. « Pendant toutes ces années, j'ai observé Claire aider tant de personnes. Mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial concernant la famille Dumont. Vous n'étiez pas seulement une histoire de plus, vous étiez le commencement. » Thomas, tenant sa petite voiture rouge, s'approcha de Claire. « Est-ce pour cela que parfois tu sembles si réel, et parfois tu ressembles à un rêve, parce que tu es un peu des deux ?» Claire sourit, tendant la main pour toucher la voiture. Quand elle le fit, sa main ne traversa pas l'objet comme une apparition. Elle le tint solide et réel. « Chaque fois que vous acceptiez un peu plus l'impossible, expliqua-t-elle,
Chaque fois que vous choisissiez l'amour plutôt que la peur, l'espoir plutôt que la douleur, je devenais un peu plus réel. Hélène couvrit sa bouche de ses mains, comprenant. C'est pour cela que la photographie, ce n'est pas une vision du futur, c'est une possibilité que nous sommes en train de créer. À travers la fondation, continua Claire, vous n'avez pas seulement aidé d'autres personnes à guérir leur cœur humain, vous tissiez quelque chose de plus grand. Chaque histoire connectée, chaque moment de guérison, chaque lumière allumée, tout cela construisait un pont. Un pont vers quoi? Demanda François, sa voix tremblant d'émotion. En réponse, la lumière dans la salle s'intensifia. Les dessins sur les murs commencèrent à bouger, leurs couleurs s'écoulant comme des rivières de lumière qui convergèrent vers le centre, où se tenait Claire. Le symbole de la spirale brillait de plus en plus fort, et dans l'air, une musique familière commença à jouer doucement. La vie en rose. Un pont, sourit Claire, pour que l'impossible devienne possible, pour que l'amour réécrive les règles de l'univers lui-même. Et alors, au milieu de la lumière dorée qui remplissait maintenant toute la salle, une seconde silhouette commença à se matérialiser à côté de Claire, une petite fille avec le même sourire brillant qui avait illuminé la vie des Dumont pendant si longtemps. Élise revenait à la maison. Le moment où Élise se matérialisa complètement dans la salle des murmures fut comme si le temps lui-même suspendait sa respiration. La lumière dorée qui émanait des dessins sur les murs pulsait doucement, comme un cœur gigantesque, tandis que la petite fille faisait ses premiers pas solides vers sa famille. « Bonjour papa », dit-elle, sa voix exactement comme François s'en souvenait. « Bonjour maman ». Hélène et François restèrent paralysés, entre l'incrédulité et la joie la plus pure. Thomas, en revanche, s'approcha naturellement de sa sœur, comme s'il l'avait fait des milliers de fois dans ses rêves. « Je le savais », s'exclama-t-il embrassant Élise. « Je savais que tu étais réelle. » Claire observait la scène avec un sourire serein. « Parfois, dit-elle, l'univers a besoin d'un long chemin pour rendre l'impossible possible. Il fallait d'abord que vous appreniez à voir avec le cœur, avant de pouvoir voir avec les yeux. » Lucie, toujours à la porte, observait tout avec des larmes silencieuses. Au cours de ses décennies de travail à l'hôpital, elle avait été témoin de nombreux miracles, mais rien de tel. Les dessins sur les murs semblaient vibrer de vie, comme si chaque histoire de guérison, chaque moment d'espoir avait contribué à cet instant. « Comment ?» réussit enfin à demander François, sa voix étranglée par l'émotion. Élise, toujours dans les bras de Thomas, sourit, ce même sourire qui leur avait tant manqué. « C'était un travail d'équipe, papa. Claire m'a montré le chemin, mais c'est vous qui avez construit le pont. »« La fondation », comprit Hélène. « Chaque personne que nous avons aidée. Chaque histoire de guérison, compléta Claire, chaque moment d'amour véritable était comme un fil de lumière tissant l'impossible. La fondation n'est pas seulement un lieu, c'est un point où l'amour devient assez fort pour plier les règles mêmes de la réalité. » Thomas prit sa petite voiture rouge et l'offrit à Élise. « Alors c'est toi qui me l'as envoyé, à travers le temps ?» Avec l'aide de Claire, confirma Élise, prenant la voiture. Chaque objet spécial qui est apparu dans votre vie, la voiture, les poupées, l'appareil photo, étaient des ancres, des points de connexion entre les temps. François trouva enfin la force de bouger. Il s'approcha de ses filles, oui, maintenant elles étaient deux, et les serra dans ses bras. Hélène se joignit à l'étreinte, et pour la première fois en 8 ans, la famille Dumont était véritablement complète. « Mais comment saurons-nous que c'est réel ?» chuchota Hélène, craignant encore que tout ne soit qu'un rêve. Claire s'approcha du groupe, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le sol. « Parce que maintenant, vous avez appris la véritable leçon. L'amour ne connaît pas les barrières que nous construisons dans notre esprit. Il est, tout simplement. » Les dessins sur les murs commencèrent à se transformer, montrant maintenant de nouvelles histoires, des futurs possibles, où la famille Dumont, complète, poursuivait le travail de la fondation. Claire et Élise, côte à côte, aidant d'autres familles à trouver leur propre guérison. « Alors tu vas rester aussi ?» demanda Thomas à Claire. La petite fille en robe bleue sourit de son sourire mystérieux. « J'ai toujours été là, Thomas, et je le serai toujours, simplement sous différentes formes, quand ce sera nécessaire. » Lucie s'approcha du groupe, portant le vieux registre. Sur les pages, une nouvelle histoire s'écrivait d'elle-même. Et ainsi, au cœur de la Fondation Élise, l'impossible s'épanouit comme une fleur après la pluie, parce que parfois, quand l'amour est assez fort,
il peut réécrire non seulement nos cœurs, mais l'histoire elle-même. François regarda sa famille réunie, Hélène, Thomas, Élise et Claire. Chacun d'eux une partie essentielle d'une histoire bien plus grande qu'il ne l'imaginait au début. « Et maintenant » demanda-t-il. Élise et Claire échangèrent un regard complice avant de répondre à l'unisson. « Maintenant nous recommençons, mais cette fois tous ensemble. » La lumière dorée qui remplissait la salle commença à se répandre, traversant les murs de la fondation, atteignant la ville au dehors. C'était comme si l'univers lui-même souriait, satisfait d'une histoire d'amour de plus, prouvant qu'au final, il n'existe pas de limite à ce qu'un cœur rempli d'espoir peut accomplir. Les mois qui suivirent à la Fondation Élise furent de profondes transformations. La nouvelle du miracle, comme certains l'appelaient, se répandit comme un doux murmure parmi ceux qui avaient déjà été touchés par la présence de Claire au fil des ans. La salle des murmures devint un lieu de pèlerinage silencieux où des personnes du monde entier venaient chercher leur propre guérison. Un matin particulièrement significatif, alors que la famille Dumont organisait une nouvelle aile de la Fondation, un groupe particulier commença à arriver. C'étaient toutes les personnes que Claire avait aidées au fil des décennies, des familles entières, chacune portant un objet spécial qui avait servi d'encre dans sa propre histoire de guérison. Marie-Hélène apporta ses poupées aux robes, assorties. Monsieur Jean, désormais très âgé, portait une collection de petites voitures rouges identiques à celles de Thomas. Madame Mathilde arriva avec sa boîte de trésors, chaque objet racontant une histoire différente d'espoir. « C'est comme une réunion de famille », observa Élise, maintenant présente en permanence, non plus comme une apparition, mais comme une petite fille en chair et en os qui, miraculeusement, avait retrouvé son chemin grâce à l'amour. Claire, qui alternait entre sa forme éthérée et physique selon les besoins, souriait de son sourire familier. « C'est plus que cela, » dit-elle. « C'est un cercle qui se referme. » Thomas, qui avait développé une sensibilité particulière pour les « moments dorés », fut le premier à s'en apercevoir. « Regardez !» s'exclama-t-il, pointant vers les objets que chaque visiteur avait apportés. Lorsqu'ils furent placés ensemble au centre de la salle des murmures, les objets commencèrent à émettre une douce lumière. Chaque objet racontait une partie de la même histoire, l'histoire de comment l'amour peut transcender le temps et l'espace. Pendant des années, expliqua Claire, chaque personne que j'ai aidée a reçu une pièce du puzzle. Maintenant, enfin, nous pouvons voir l'image complète. La lumière des objets commença à projeter des images sur les murs, non seulement des souvenirs du passé, mais des visions du futur. Elle montrait la Fondation Élise s'étendant, touchant plus de vie, créant plus de ponts entre le possible et l'impossible. Mais ce n'est pas tout, dit Élise, ses yeux brillants de cette sagesse ancienne qu'elle partageait avec Claire. Regardez de plus près. Dans les projections, on pouvait voir d'autres enfants comme Claire, des filles et des garçons de différentes époques et lieux, chacun avec sa propre robe bleue ou ses chaussures spéciales, aidant des familles à retrouver leur chemin vers l'espoir. Vous n'êtes plus les seuls gardiens maintenant, sourit Claire. La Fondation est devenue un phare, appelant d'autres comme moi. Le travail continuera, grandira, se transformera. François et Hélène regardaient émerveillés tandis que Thomas et Élise couraient parmi les visiteurs, connectant des histoires, découvrant comment chaque petit miracle était lié aux autres. « Alors c'est pour cela que tu as choisi notre famille ?» demanda Hélène à Claire. « Pour créer cet endroit ?» Claire secoua doucement la tête. « Je n'ai pas choisi. L'amour a choisi. Chaque décision que vous avez prise, chaque moment où vous avez choisi l'espoir plutôt que le désespoir, chaque fois que vous avez ouvert vos cœurs à l'impossible, a construit ce moment. » Lucie, qui observait tout avec des yeux embués, ouvrit son registre. Les pages brillaient maintenant doucement, chaque histoire enregistrée au fil des ans, se connectant aux autres par des fils dorés de lumière. « C'est comme une toile de lumière, » dit-elle, émerveillée. « C'est le tissu du temps lui-même, » corrigea doucement Claire, réécrit par l'amour de centaines de cœurs qui ont refusé d'abandonner l'espoir. Au centre de la salle, Élise prit l'appareil photo Polaroid, magique, et photographia le groupe réuni. Quand l'image se révéla, elle montrait non seulement les personnes présentes, mais aussi toutes les vies qui seraient touchées à l'avenir, une cascade infinie de lumière et de possibilités. « Voyez, » dit-elle, montrant la photo à tous, « ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. »
Thomas, tenant sa petite voiture rouge inséparable, compléta avec la sagesse innocente des enfants. Parce que les meilleures histoires sont celles qui ne se terminent jamais vraiment. Elles trouvent simplement de nouvelles façons de continuer. Claire sourit, sa robe bleue brillant d'une lumière propre. Et cette histoire, dit-elle, ne fait que commencer. Le matin du premier anniversaire de la nouvelle fondation Élise, le soleil se leva en peignant le ciel de teintes roses et dorées. La salle des murmures, désormais le cœur battant d'un lieu de miracle, était préparée pour une célébration spéciale. François se réveilla tôt, trouvant Hélène déjà dans la cuisine préparant des crêpes, le petit déjeuner préféré d'Élise. Dans la chambre des enfants, Thomas et Élise dormaient paisiblement, leur lit côte à côte, exactement comme le montrait l'un des dessins prophétiques d'il y a si longtemps. « Je me surprends encore à me demander si tout cela est réel », chuchota Hélène tandis que François l'enlaçait par derrière. En réponse, le doux son de La vie en rose commença à jouer de nulle part, la manière spéciale de Claire de dire « bonjour ». La petite fille en robe bleue se matérialisa assise à la table de la cuisine, ses pieds nus se balançant dans l'air. « Parfois, dit-elle avec son sourire serein, le réel est plus extraordinaire que n'importe quel rêve. » Au cours de la journée, la fondation se remplit de visiteurs spéciaux, toutes les personnes qui avaient fait partie du voyage. Madame Mathilde, plus âgée mais les yeux toujours brillants de sagesse, le docteur Lambert, portant un nouveau mandala qui dépeignait l'histoire complète de la famille Dumont, Lucie avec son registre qui ne cessait jamais d'ajouter de nouvelles pages dorées. Dans la salle des murmures, les dessins sur les murs semblaient plus vivants que jamais, leurs couleurs s'écoulant comme des rivières de lumière. Thomas et Élise couraient parmi les visiteurs, montrant comment chaque objet spécial, la petite voiture rouge, les poupées, l'appareil photo Polaroid, était devenu un pont entre les histoires. « Regardez ça !» s'exclama Thomas, prenant une nouvelle photo avec l'appareil magique. L'image qui se révéla montrait non seulement le moment présent, mais un réseau complexe de connexions, chaque personne dans la salle reliée à d'autres par des fils de ces lumières dorées, s'étendant au-delà des murs de la fondation, atteignant des lieux et des temps lointains. « C'est la carte de l'amour », expliqua Claire, se matérialisant à côté des enfants. « Chaque ligne est une histoire de guérison. Chaque point de lumière est un cœur qui a choisi l'espoir plutôt que le désespoir. » François, observant la scène, remarqua quelque chose d'extraordinaire. Claire n'était plus seule. D'autres, enfants spéciaux, chacun avec sa propre marque distinctive, un ruban coloré, un bracelet brillant, un chapeau magique, avaient commencé à apparaître dans différentes parties du monde, poursuivant le travail de guérison qui avait commencé avec une petite fille en robe bleue. « Alors c'est ainsi que ça continue ?» demanda-t-il à Claire. « L'amour trouve toujours un chemin, » répondit-elle, son sourire plus radieux que jamais. « À travers le temps, à travers l'espace, à travers toutes les barrières que nous pensions infranchissables. » Hélène, qui avait rejoint le groupe, tenait le journal d'Élise, maintenant complet, ses pages racontant non seulement le passé, mais aussi des aperçus du futur qui continuaient à se dérouler. « Regardez, » dit Élise, pointant vers la dernière page du journal, où des mots commençaient à se former spontanément. « Il existe des histoires plus grandes que nous-mêmes, des histoires qui commencent par la douleur, mais s'épanouissent en espoir. Des histoires qui nous rappellent que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de guérir les cœurs, de transcender le temps et de transformer l'impossible en réalité. La Fondation Élise n'est pas seulement un lieu, c'est un témoignage vivant que lorsque nous choisissons l'amour plutôt que la peur, la lumière plutôt que l'obscurité, des miracles se produisent. Pas seulement une fois, mais chaque jour, dans de petits moments de grâce qui se multiplient comme des étoiles dans le ciel nocturne. Et ainsi, notre histoire continue, non plus seulement à travers Claire, mais à travers chaque cœur qui s'ouvre à la possibilité de l'extraordinaire. Parce qu'au final, ce ne sont pas les événements extraordinaires qui changent le monde, c'est notre capacité à voir le miracle dans les choses simples, à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres, à croire que l'amour, dans sa forme la plus pure, peut réécrire les règles mêmes de l'univers. Claire se leva, sa robe bleue scintillant d'une lumière propre. « Il est temps, » dit-elle doucement. « Temps de quoi ?» demanda Thomas. « De partager notre histoire, » sourit-elle, « pour que d'autres puissent trouver leur propre lumière. » Et ainsi, tandis que le soleil se couchait à l'horizon,
Peignant le ciel avec les mêmes couleurs qui avaient marqué le début de tout, Claire commença à raconter l'histoire d'une famille qui avait appris que l'amour est plus grand que n'importe quelle distance, plus fort que n'importe quelle douleur, plus réel que n'importe quelle limite que le monde tente d'imposer. Nikki, histoire qui, comme toutes les meilleures histoires, ne se termine pas vraiment. Elle trouve simplement de nouvelles voies pour continuer à être racontée, de nouveaux cœurs à toucher, de nouvelles lumières à allumer dans l'obscurité. Quelque part dans un moment qui est à la fois passé, présent et futur, une petite fille en robe bleue continue d'apparaître.